On se retrouve pour les débats de Sud Radio entre 10h et midi. On est avec vous, avec aujourd'hui Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Régis de Castelnau, vous êtes avocat, vous avez un blog, il s'intitule Vue du droit. Vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire avec un article absolument incroyable que j'ai vu passer sur Bernard-Henri Lévy qui aurait touché 500 000 € pour un documentaire sur France Télévisions et depuis une vingtaine d'années, il touche des subventions pour des documentaires colossaux. Des subventions colossales. Des subventions colossales, absolument. Colossales depuis une vingtaine d'années pour des docs qui font zéro audience. Voilà, tiens, ce sera mon coup de gueule. Je constate que Valérie essaie de me dégenrer. Pourquoi pour son riad de Tanger, où il avait fait tout un reportage sur sa maison, etc., qui avait été effectivement payé par des subventions. Il a été, je ne sais pas si c'est toujours le cas, membre du comité de subvention du CNC. Du CNC, absolument. Bon, alors tout ça reste à vérifier. Il y a la présomption d'innocence, il y a tout ce que vous voulez. On prend toutes les précautions qu'il faut. Et puis si l'État a exigé de lui donner de l'argent pour ses films, c'est normal qu'il refuse pas. Bah oui. Non, mais c'est vrai que là, je ne suis pas d'accord, Sophie. Mais 500 000 et recel de concussion. Est-ce que les 500 000 €, c'est pour un doc ou c'est pour l'ensemble de son œuvre? Parce que j'ai pas lu l'article pour tout. Enfin, je l'ai pas lu plus C'est un documentaire sur ses 4 derniers livres. C'est-à-dire que il a écrit un livre. J'ai été au Kurdistan, j'ai été ci, j'ai fait ça, etc. Et donc il y a un documentaire qui va reprendre ça sous forme documentaire, toutes les problématiques des 4 bouquins. D'accord. Et donc 500 000 € financés par le service public, donc nos impôts. Je continue. Anne-Laure Blin, bonjour. Maire députée LR du Maine-et-Loire. Bonjour à vous. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique en rose aujourd'hui et en violet. Vous êtes en forme. On va revenir sur la suite du feuilleton Darmanin versus Pulvar. Est-ce bien essentiel d'en parler, mais tout de même, on va en dire quelques mots. Le pass sanitaire, c'est la une du Parisien ce matin. Est-ce que c'est liberticide? Y êtes-vous favorable? Et puis Marine Le Pen, Emmanuel Macron, plus que jamais la course en tête. Est-ce que le duel est inévitable? C'est toujours un petit peu compliqué d'en parler un an avant, mais ça donne une tendance tout de même. C'est un sondage IFOP fiducial. Alors commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Jean-Luc, coup de gueule contre une pub? Oui, c'est un coup de gueule contre la pub EDF qui dit 97% d'énergie est produite sans dispenser du CO2. Très bien. Qu'EDF aille jusqu'au bout dans ces cas-là et qui déclare que nous allons relancer le nucléaire en France avec 6-7 EPR successifs. Voilà, au moins dire les choses clairement, car dire que ça ne produit pas de CO2, déjà, c'est oublier que le nucléaire vit aussi avec l'extraction d'uranium, qui lui produit du CO2, et que, voilà, autant assumer totalement ses fonctions. Voilà. C'est un coup de gueule sur le fait d'avoir l'air d'être tout à fait dans l'environnementalisme conséquent, alors que c'est pas le cas. Oui, mais alors, vous avez tout à fait raison, mais je veux dire, tout le monde dit n'importe quoi, c'est invérifiable. Ce qu'on sait quand même, c'est que le nucléaire, il faut absolument pas y renoncer. D'un autre côté, c'est devenu politique. Je crois que c'est impossible d'arriver à se faire une véritable opinion, et nous n'avons pas les solutions pour remplacer le nucléaire. Si, on est les seuls à ne pas avoir de solution, alors, dans le monde entier. Non, parce que je crois qu'en Chine, ils y vont carrément. Ils y vont carrément et ils produisent combien d'énergie avec l'énergie nucléaire? À peu près 6 à 7% des besoins énergétiques de la Chine. Vous proposez quoi, l'éolien? Oui, mais ils proposent d'en produire plus. Ils veulent. Non, ils proposent d'en mettre plus. Ça ne produira pas plus au niveau pourcentage. Même si on mettait des centaines de réacteurs nucléaires dans le reste dans le monde entier, ça ne produirait pas plus que 10% de l'énergie nécessaire au monde entier. Donc il faut une diversification. Alors qu'on laisse un peu de nucléaire, de centrales nucléaires, de réacteurs nucléaires dans le monde, ok, on peut en discuter, déjà ça. Mais ça ne remplacera jamais les besoins énergétiques nécessaires à l'humanité. Donc il faut une diversification. Ce qui manque en France, et le retard est conséquent, c'est une véritable diversification des productions énergétiques. Oui, Anne-Laure Blin, un mot là-dessus?
Écoutez, moi, ce que j'entends en filigrane, finalement, c'est que vous prêcheriez plutôt pour l'éolien à tout va. Malheureusement, voilà, on sait très bien qu'aussi l'éolien n'a pas du tout, ne pourra pas répondre aux besoins énergétiques de la France. Donc voilà, c'est aujourd'hui la source énergétique qui a le vent en poupe. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut être pragmatique. On a le nucléaire. Il faut qu'on développe encore effectivement des filières pour nous permettre de diversifier. Mais je crois que l'éolien, quand même, a aussi un gros point néfaste pour nos territoires et aussi un impact écologique non négligeable dont on ne parle jamais. Oui. Ai-je parlé de l'éolien? Non. La diversification, mais qu'est-ce que ça peut être d'autre que l'éolien? J'ai parlé de diversification. Oui, bien sûr. Mais quelles sont les autres énergies donc? La géothermie, par exemple, mais la filière bois, et je pourrais en citer beaucoup, d'autres filières énergétiques, notamment aussi tout ce qui est production avec le solaire. On n'est pas obligé de mettre des éoliennes n'importe où, est aussi dans des lieux environnementaux. Oui, mais on a du retard sur le développement de l'énergie solaire. Je termine juste là. Il existe en France des zones industrielles, des zones commerciales, où ça ne gênerait en rien personne, et ça ne gênerait en rien la politique environnementale. Or, est-ce que nous le faisons? Pas forcément, et pas vraiment de manière absolue. Donc voilà, mais l'éolien est une partie, une petite partie. Moi j'aimerais bien être sûr que le développement de l'éolien n'est pas aussi dû à la puissance du lobby éolien, parce qu'on a effectivement énormément subventionné, on a promotionné cette ressource. Ça rapporte beaucoup d'argent de se lancer dans l'éolien. Il y a EDF est obligé d'acheter le kilowattheure, je connais pas bien les mesures, à des prix qui sont extrêmement élevés. Effectivement. Donc, c'est une diversification qui coûte très cher et qui laisse entier le problème, et tu le sais bien, Jean-Luc, qui laisse entier le problème du stockage. Or, moi, j'entends, le stockage, on trouvera la solution. Le stockage, terre rare, batterie, etc. Mais que 80% de la production de bois part en Chine et revient en meubles. C'est terrifiant d'entendre ça. Le coût des EPR, ça vous dit quelque chose? Entre 3 milliards au démarrage de l'EPR de Flamanville et celui de Finlande, et les 18 milliards, les 19 milliards aujourd'hui par rapport à l'EPR de Flamanville qui ne tourne toujours pas, celui de Finlande qui commence à peine à tourner après 20 ans, ça aussi, c'est un coût extrêmement exorbitant. On a notre ami Philippe David qui m'envoie un petit message. Je traverse la France depuis 8 jours et notre pays est défiguré par les éoliennes. On a eu cette maire également, Brigitte Pistre, qui se mobilise contre les éoliennes dans les petites communes rurales parce que beaucoup de maires sont tentés parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Bon, vaste débat. Est-ce Sophie, on va passer à votre coup de gueule que vous avez piqué à notre ami Régis qui voulait le faire aussi. Donc il pourra réagir. Voleuse. Allez-y. Désolée, mais on a déjà cru qu'on était mariés une fois, ça va être terrible là. Ah bon? Oui, à l'antenne, l'auditeur. Bon, alors non, ils ne sont pas mariés. Alors d'abord, je suis désolée pour notre ami député qui est là, mais je veux dire que Marlène Schiappa et les gaffes qui peuvent être faites au sein du gouvernement sont désespérantes. Ça ne me gêne pas, je ne défends pas la majorité, je vous rappelle. Moi, je suis députée de l'opposition. C'est vrai. J'ai fait une gaffe entre LR et P. Ah bah non. Totalement les Républicains. Ça n'a pas d'importance. Mais Marlène Schiappa, et moi, c'est la chef d'entreprise qui est absolument effondrée, propose de créer des salles de repos pour les livreurs. Des salles de repos pour les livreurs, quand on est dans le monde politique. Alors, pour les livreurs, genre des livres. Alors, voilà, absolument. Le problème, c'est qu'on sait que il y a il y a Deliveroo, il y a Uber Eats, Just Eat, etc. qui, en plus, se sont terriblement développés par plateforme et particulièrement développés à cause de la pandémie, évidemment, parce que les gens se faisaient livrer partout, il n'y avait plus de restaurants. Et alors, elle considère, peut-être à juste titre, qu'ils sont fatigués d'attendre parce qu'ils se regroupent à certains endroits et ils attendent les commandes. Rappelons que ce sont en gros des auto-entrepreneurs qui ne sont pas, et c'est bien le problème d'ailleurs, pas salariés des boîtes. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que l'État se mette à la place des chefs d'entreprise? Parce qu'un chef d'entreprise, et on voit toutes les boîtes de coursiers, j'en ai eu une ce matin qui est membre d'éthique, qui me disait, enfin c'est invraisemblable, c'est au patron de voir s'il y a besoin de repos,
etc. Là, c'est un délire. Donc ça veut dire que c'est en plus les Français qui vont payer. Parce que ça coûte cher des salles de repos. J'ai vu un tweet, quelqu'un disait ils sont forts, Uber et Deliveroo, faire payer la salle de repos et la machine à café, point d'interrogation de leurs travailleurs par le contribuable. Alors, il y a juste un détail, Sophie, que vous oubliez quand même. Pourquoi pas, mais je continue des salles de massage parce que c'est pour les 2 roues, c'est fatigant. Donc et les salles de shoot aussi. Oui, alors ça, on n'en parle même pas. Donc pas l'amalgame entre livreur et shoot. Et alors, non, mais c'est des salles qui sont ouvertes par l'État. Mais c'est elle n'a pas tout à fait tort, non plus, hélas, de savoir que ces livraisons sont souvent d'ailleurs des livraisons accompagnées. Je n'accuse pas du tout, mais attention à ce que vous dites, Sophie. Je fais attention. Il y a plein. On sait qu'il y a la livraison de drogue dans les soirées. Oui, mais pas par ces entreprises, pas par ces entreprises qui sont indépendants. Sophie, ce que vous oubliez, et là, c'est pas du tout la députée qui vous parle, mais simplement remettez dans le débat. Et je veux pas vous défendre Marlène Schiappa, que je n'ai absolument aucune envie de défendre. Non, mais c'est pas elle qui est en jeu, c'est simplement l'absurdité de ce qu'elle propose. Elle ne prend pas la parole, et c'est très important quand même de le rappeler, elle ne prend pas la parole en tant que ministre, mais en tant que candidate au régional. Ah oui, et donc ça, ce n'est pas sans incidence, parce qu'effectivement, et on pourra en reparler peut-être un peu plus tard, mais aujourd'hui, vous avez quand même un bon nombre de ministres qui sont aux responsabilités. Elle est notamment au ministère de l'Intérieur. Et aujourd'hui, elle prend la parole pour effectivement faire des propositions complètement hallucinantes. Mais simplement, moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'il y a une confusion des genres. Très dans un moment où on a plus que besoin de nos responsables politiques, et dont je suis, raison aussi pour laquelle moi, je ne suis pas candidate aux élections départementales ni régionales, parce que je considère qu'aujourd'hui, les politiques doivent être complètement dans leur mission et à leur tâche. Et effectivement, on a des ministres, comme vous le dites, le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, que j'ai d'ailleurs interrogé la semaine dernière sur un cas dont on pourra en parler, sur notamment les libérés Covid, sur vraiment un scandale qui se sont passés dans nos prisons. On a libéré des prisonniers qui ont recommis, au titre du Covid, qui ont commis des infractions, notamment des meurtres, mais aussi des viols, et on a un ministre de la Justice complètement absent et qui, malheureusement, fait campagne, notamment dans les Hauts-de-France. Donc on a des calculs politiques au plus haut niveau de l'État, c'est totalement inadmissible. Allez, on va reparler de tout ça dans un instant, restez avec nous sur Sud Radio. Et on est ensemble pour le 10h midi avec Anne-Laure Blin, députée LR du Maine-et-Loire, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du CESE, Régis de Castelnau, avocat. Votre blog, c'est Vue du droit, et vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Donc le coup de gueule de Sophie de Menton fait beaucoup réagir, et vous avez eu raison, Anne-Laure Blin, de préciser que c'est Marlène Schiappa, tête de liste La République En Marche, donc pour les élections régionales en Ile-de-France, qui fait cette proposition d'offrir des salles de repos pour les livreurs. Alors elle précise que ce sera financé par les boîtes, par ces boîtes de livraison et par les mairies, mais que ne le font-elles pas toutes seules? On a un petit peu de mal à comprendre. Régis, vous vouliez vous aussi réagir sur cette annonce? Tout a été dit, ou à peu près. Moi, le problème le principal, c'était, alors au-delà de la démagogie tellement évidente, et de la nécessaire précision que Marlène Schiappa s'exprimait en tant que candidate, mais c'est de faire supporter au public les contraintes d'un système sur lequel effectivement on peut s'interroger, parce que faire ces boulots-là, c'était pas facile, hein, c'est raide. Les conséquences que ça a aussi sur nos modes de vie, on se fait tout livrer. Vous sortez le soir quand il y a le couvre-feu, le soir il n'y a plus une femme dans les rues, il n'y a plus que des groupes qui se rassemblent de livreurs qui sont là à faire le poireau et tout. Je trouve ça quand même assez extraordinaire, cette volonté de pérenniser ce système en demandant aux contribuables de mettre la main à la poche sous prétexte de compassion. Et puis surtout, c'est la preuve en plus que finalement sur les GAFA qui sont indirectement attaqués, c'est ces plateformes qui sont un peu, non pas dans l'illégalité, mais une concurrence tout à fait déloyale par rapport aux vraies boîtes de coursiers, etc., aux entreprises. Et donc, oui, il y a une forme, mais on n'y peut rien, je veux dire, c'est une évolution. En revanche, qu'on exige des GAFA, peut-être
beaucoup plus d'attention envers les gens qu'ils emploient, etc. On est tout à fait d'accord, ça c'est le rôle de l'État. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'aller pallier en mettant des salles de repos payées par le contribuable? Non, mais le rôle de l'État, c'est de fixer des règles et de les faire appliquer. Un État garant, pas gérant. Un État garant, pas gérant. Oui, ça va nous amener sur le... Oui, pardon, Jean-Luc. Ça n'a aucun, cette proposition, elle le sait très bien, n'a aucun sens. Mais elle réussit à peu près 3 fois par semaine, si ce n'est tous les jours, à faire parler de n'importe quoi, n'importe comment. Et à ces mots-là, elle est très forte en communication, même si c'est de la communication débile. Mais c'est malheureusement le problème du gouvernement dans son ensemble. Hein. La communication avant tout. Oui, vous faites référence. Elle, c'est la championne quand même. Hein. Oui, elle n'est pas loin d'être la championne. On a un président qui est pas mal aussi en communication. Hein. Gilles Gansman nous rappelait tout à l'heure la tournée des bars d'Emmanuel Macron à la réouverture. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le pauvre, qui a commencé par les spritz, suivi par un truc, un machin rose, qui a été très bien avec votre tenue aujourd'hui, Sophie. C'est vrai qu'en termes de com, c'est pas mal. Mais sur la confusion, puisque quand il nous réserve au 14 juillet, ça va être quelque chose aussi. On en parlera une autre fois. Parce que quand on regarde effectivement les articles qui concernent ce dont Sophie nous parle, c'est la ministre Marlène Schiappa, donc tête de liste, mais on ne sait pas bien où ça se situe. Faire obéir, faire appliquer la loi, Régis, on va en parler avec vous. Alors, on va rester dans la communication absurde et surtout qui est méprisante parce qu'elle nous prend pour des imbéciles. Oui. Hein, c'est notre ami Darmanin qui annonce triomphalement, on reparlera de lui tout à l'heure à propos de l'affaire. Face à Audrey Pulvar. Avec Audrey Pulvar. Toujours est-il que là, il nous annonce triomphalement que désormais les guetteurs, les choufs, qui sont dans les points de deal et qui font le guet à 13-14 ans pour avertir de l'arrivée des policiers, seront justiciables d'une amende de 135 €. Alors je fais 2 observations. Qui démontre bien à quel point on se moque du monde. Premièrement, ce texte-là existait avec 200 € d'amende, donc c'est une diminution depuis 2017. Et deuxièmement, on imagine les policiers venir attraper le guetteur de 14 ans par l'oreille et lui dire « donne-moi 135 €. Enfin, oui, c'est le prix quand on met pas son masque dans la rue. Enfin, tout est complètement fou, quoi. Non, mais surtout, ce que je trouve, c'est se moquer de nous tranquille, quoi. Non, mais le gros problème, c'est qu'effectivement, vous avez les annonces et vous avez la réalité des actions. Et malheureusement, on ne peut que constater à chaque fois que les annonces sont différentes de ce qui est fait, notamment au niveau des textes de loi, dans l'hémicycle. Au niveau du texte séparatisme, on a assisté exactement à la même chose. Le texte de la semaine dernière du ministre de la Justice sur la réforme de la justice, notamment la fin de l'automaticité des peines, c'est exactement le même sujet. C'est insupportable d'avoir à la tête de l'État des gouvernants qui ne font que de la communication et pas de mise en œuvre pratique. Est-ce que c'est pas le cas vous pouvez continuer, Sophie, à détricoter à chaque fois et expliquer que les politiques ne sont responsables, responsables de tout et qu'on ne fait rien. Simplement, on a aujourd'hui d'autres responsables politiques dont je suis de la nouvelle génération. Je suis engagée en politique et je porte une nouvelle voix peut-être qu'il n'y avait pas il y a 20 ou 30 ans. Donc il faut arrêter en permanence de taper sur le politique, voir exactement où sont les bonnes volontés, s'appuyer sur les gens qui sont engagés dans l'hémicycle. Et Sophie, vous avez dans l'hémicycle 577 députés. Est-ce que vous êtes capable de m'en citer 50 ? Vous n'en êtes pas capable parce que les médias font aujourd'hui de la communication sur une dizaine de députés qui vont faire à chaque fois un jeu de je propose une autre proposition mieux que l'autre, etc. qui va faire de la com. Simplement, regardez aujourd'hui les nouveaux députés, les députés qui travaillent, qui ne font pas de la com et qui sont dans l'hémicycle. Et j'en suis. Et le résultat, j'en suis. Je vous dis haut et fort ce qu'il se passe. J'interroge le ministre sur des sujets qui peut-être ne sont pas médiatisés, mais qui sont ô combien importants pour le quotidien des Français. Arrêtez de mettre tous les politiques dans un même panier. Regardez ceux qui agissent et ceux, en général, ce sont deux dont on parle le moins. Sauf que c'est le gouvernement qui s'exprime et qui voilà. Et le gros problème, c'est qu'on a un gouvernement qui fait de la communication, qui lui, effectivement, s'amuse avec l'Assemblée nationale, avec le Sénat, qui s'amuse avec les représentants, qui joue aussi avec nos maires dans les collectivités territoriales, qui s'isole, qui se coupe du monde et qui font effectivement des grosses opérations de communication. Ça viendra, vous allez m'interroger sans doute sur mon coup de gueule. Je veux pas. Allez-y. Voilà, moi, mon coup de gueule, c'est franchement, ça mérite même pas d'en parler, mais en même temps, c'est tellement insupportable
insupportable. Cette opération de communication du président de la République qui reçoit 2 youtubeurs à l'Élysée, dans une institution qui est quand même sacrée, dans laquelle il y a une histoire. Le président de la République, on peut ne pas soutenir son action, ce que je ne fais pas. Simplement, je respecte le président de la République. On ne peut pas se faire tirer la langue, on ne peut pas se faire parler comme on parle à n'importe qui dans la rue. Il y a quand même un respect de la fonction, un respect du politique, un respect des parlementaires, un respect des ministres. Là, on va beaucoup trop loin. On croit s'adresser à certaines populations de jeunes, mais au contraire, on ne fait que tuer encore plus la parole politique, parce que qu'est-ce qui se passe dans les faits? On leur parle d'une manière, si on peut dire, un peu cool, et finalement, on ne fait rien dans les faits. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les jeunes sont dans une détresse absolue. J'étais tout à l'heure au ministère de l'Enseignement supérieur pour défendre la proposition que j'ai proposée de mise en place de tickets restaurants pour les étudiants. Voilà, ce sont des mesures qu'il faut concrètes pour les étudiants au quotidien. Pas des bonnes paroles pour faire passer un responsable politique comme quelqu'un de plus cool qu'un autre, se mettre sur TikTok, se mettre sur YouTube, lancer une chaîne de télé-réalité. On va beaucoup trop loin. Je suis responsable politique, je suis jeune, et je crois que c'est de ça dont il faut se servir aujourd'hui, et pas de grandes opérations de communication. Je partage à 100% votre coup de gueule, c'est pas supportable. Je comprends pas, parce que le président de la République a déjà été très mal vu lorsqu'il avait posé. Il avait fait venir un groupe. Il avait fait venir un groupe avec Brigitte Macron, etc. Et on parle même pas de l'outre-mer. En outre-mer, ce qui s'était passé, des photos où il est derrière des gens qui lui font un doigt d'honneur. Je n'ai pas compris ça. En plus, je suis convaincue que Brigitte Macron n'est pas d'accord avec ça. Il a très bien compris. Moi, ce qui m'a frappé dans les quelques images que j'ai vues, cet homme est un monstre. On voit très bien qu'il est non, je suis désolé. Il est en déconstruction. Ah ben non, faut pas. Ah, vous comprenez, etc. Moi, vous savez très bien ce que je pense de ces conditions de son élection, qui n'a été rendue possible que par un coup d'état judiciaire. Et d'une. Deuxièmement, on le voit. Écoutez, on le voit. Il sait très bien ce qu'il fait. Qu'il est en train de déconstruire quelque chose. Il est allé le revendiquer devant la presse américaine. Et là, il est tout content parce qu'il est en train d'avilir la fonction. C'est tout. Il avilit exactement la fonction. Il n'est pas content de le faire. Il est intelligent. Il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Il parle en permanence de populisme. Et quand on voit cette espèce de sourire goguenard, il sait très bien qu'il a 2 imbéciles en face de lui. Il sait très bien que tout ça est limite obscène, et il est content de le faire comme ça. Il est content. Alors, je suis désolé. Il faut regarder les choses en face. Je suis pas sûre que Brigitte Macron soit d'accord. Allez, elle n'est pas elle qui dirige, elle n'est pas. Non, mais c'est étrange. Que la dimension psychologique est inacceptable. Allez, voilà. je pense à la dimension psychologique. On pause et on continue dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, pour débattre avec Jean-Luc Benamias, Régis de Castelnau, Anne-Laure Blin et Sophie de Menton. On va revenir sur le feuilleton Darmanin-Pulvar. Moi, j'étais pas chaude pour en reparler, mais ça continue d'heure en heure. Darmanin vient d'annoncer, notre ministre de l'Intérieur vient d'annoncer qu'il souhaitait rencontrer Audrey Pulvar. On va en reparler dans un petit instant. On va parler du pass sanitaire et on va parler des sondages Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Alors, on évoquait avec Anne-Laure Blin, vous disiez qu'il y avait un avilissement de la politique. On a un jeune réalisateur qui a 19 ans et qui a trouvé que le président était cool, qu'il était sympa. Et c'est vrai que c'est un des arguments, moi, qui m'a fait réfléchir quand on me dit oui, mais si ça avait été Obama, tout le monde l'a trouvé cool quand il a fait Wesh Wesh, quand il a joué au basket, tout le monde a dit il est génial, il est cool, il est décontracté. Et là on dit. Alors d'abord, c'était très intéressant d'entendre ce jeune homme, effectivement, parce que on lui disait mais ça vous donnerait éventuellement envie de voter. Il dit ouais, il est cool, je trouve ça sympa. Donc voilà, je suis étonnée, mais ça existe. C'est pour ça que... Pardon, oui, Sophie. Oui. On dit que c'est une opération de communication ratée. C'est ce que on dit les médias. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit une opération ratée, parce qu'il sait précisément ce qu'il voulait faire. C'est séduire la jeunesse. Et effectivement, ce que dit ce jeune réalisateur est tout à fait exact. C'est ce sentiment qui va être perçu parmi la jeunesse. C'est que c'est un président cool, mais en même temps, on ne sait pas ce qu'il va faire, parce que dans cette vidéo, il ne parle aucunement d'action politique. C'est vrai. Il ne fait que dévaloriser la fonction présidentielle. Donc, en fait, on voterait pour quelqu'un juste parce qu'il est cool. Mais on n'est pas à une élection de délégué de classe. On est quand même sur un autre registre. On parle quand même d'une puissance internationale. La France, c'est vraiment très grave d'en arriver à ce niveau de séduction électoraliste. Mais c'est surtout que c'était pas drôle, quoi. Encore, ça aurait été drôle, mais franchement, j'ai trouvé ça d'une indigence absolue. Jean-Luc, vous qui êtes un vieux routier de la politique,
politique. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai regardé ça avec... C'était glaçant. C'est ça. Attention à ce terme. Hein. Oui, C'est attention. Audrey Oui, Pulvar c'est qui a vrai, dit faites ça. attention. Oui, glaçant, malaise TV comme... Ça laisse Ce que j'en froid. pense, c'est que j'ai l'impression que la Ve République est en train, lentement mais sûrement, d'agoniser. Voilà. Et que les différentes fonctions qui ont été mises en place sous la Ve République sont des fonctions qui maintenant perdent leur sens. Voilà ce que j'en pense. Quant aux influenceurs, j'en pense pas moins, mais je ne prends pas pour autant les 15-25 ans, on va dire ça comme ça, pour des gens qui sont abrutis. Donc je pense que Non. pour certains... Non, c'est pas abruti, c'est que c'est leur pas- génération. C'est leur Oui, génération, c'est pas abruti, c'est Donc je finis, donc dans ce cadre-là, c'est pas pour autant qu'ils vont voter Macron. Hein. Voilà. Mais Jean-Luc, n'en profitez pas pour nous précipiter vers la 6e République, mais c'est pas du tout, je pense, les institutions qui sont là mises en cause. Non, là, c'est pas les institutions. C'est simplement l'autorité. On ira C'est le forcément rôle- vers la 6e République. Je vous le dis. Je sais Simplement pas la quand, mais place de forcément. l'autorité dans nos institutions. Et quelle qu'elle soit, c'est la place de l'autorité de la personne qui doit diriger, du chef qui est en cause. C'est ça la vraie question. C'est une divergence que nous pouvons avoir. Je pense qu'un pays démocratique, et ça existe dans plein de pays démocratiques européens, il n'y a pas qu'un seul chef, il y en a sans doute plusieurs. La fonction de Premier ministre est largement valorisée dans ces pays européens, et nous n'avons pas besoin d'avoir une monarchie républicaine comme nous l'avons aujourd'hui, qui l'est de plus en plus, mais en plus elle est dévaluée. C'est un débat institutionnel, Alors- effectivement, mais ça n'empêche pas moins que la parole publique du responsable politique, quel qu'il soit, président de la République, Premier ministre, Ouais. maire, député, doit être forte et faire preuve Nous d'autorité sommes aussi. d'accord là-dessus, Anne-Laure. La comparaison avec Obama est intéressante parce Oui. qu'il faut quand même faire attention, quoi. Obama, effectivement, à certaines occasions, il s'est pas laissé aller du tout. C'était très maîtrisé. Hein. Il a fait quelques clins d'œil, mais le reste du temps, hein, le charisme d'abord. Et c'était pas à la Maison Blanche, me dit Guy. Hein. Et puis c'était dans les phases importantes. Cet homme irradiait l'autorité. Ouais. Hein. Et donc, voilà, rappelez-vous la passation des pouvoirs entre Trump et lui. C'était impressionnant. On peut ne pas aimer Trump, mais cet homme, donc le comparer aujourd'hui, dire, ben oui, mais si ça avait été... quand c'est Obama, on critique pas. Quand c'est Macron, on critique parce que c'est Macron. C'est pas le hein. même pays, c'est pas le même homme, c'est pas le même moment. Attendez, oui, mais, juste par rapport au débat juste avant, sur la dimension monarchie républicaine. Hein. Faut pas oublier que la France a eu une république parlementaire où le président du Conseil était un personnage politiquement pas très puissant, hein, en dehors peut-être de Clémenceau, puis c'était la guerre. Hein. De Gaulle est arrivé parce que ce modèle-là, qui date de la fin du 19e siècle. Auparavant, on a eu des rois nouveaux, on a eu des empereurs, etc. Et De Gaulle est arrivé avec une figure particulière, alors effectivement, c'est bateau de dire monarchie républicaine. Oui, il y a une fonction suprême qui est avec une connotation monarchique. On parle des Anglais. Ils ont un Premier ministre puissant, mais à côté de ça, ils ont une incarnation très particulière, extraordinairement respectée, qu'est la monarchie. Et il y a guère peut-être que les Allemands qui aujourd'hui ont un système parlementaire chimiquement pur au regard des critères dont on parle. Donc non, quand il a été élu, je me rappelle, il est venu au Louvre, il a dit il y aura de la verticalité, etc. Bonjour la verticalité, ce qu'il en a fait. Il a abîmé la fonction. Ouais. Allez, je voudrais qu'on... Pas exagérer. Ah mais si, Bah, il a ses raisons, c'est vrai, il abîme la fonction. Je ne crois Et pas. il est isolé. Je ne crois pas. Je crois qu'il s'abîme parfaitement lui-même. isolé. C'est beaucoup plus. Il s'abîme lui-même. Oh là, si c'était que lui, ce serait pas si grave. Là, on parle du président de la République. Toucher les jeunes parce qu'il n'était pas populaire auprès des jeunes. C'est vrai, c'est avec vrai. les mesures, les APL, etc. Il y avait pas mal de choses sur l'écologie. Mais je trouve que la période est tellement mal choisie en plus. Ouais. Franchement. Alors, parlons du feuilleton Darmanin-Pulvar. Alors ce matin, Audrey Pulvar était sur LCI. Écoutez ce qu'elle disait.
Je suis une femme libre qui n'a pas peur de l'adversité, qui n'a pas peur de la difficulté et qui franchit les obstacles. Gérald Darmanin ne m'impressionne pas. Gérald Darmanin ne me fait pas peur. En revanche, je suis inquiète pour notre démocratie et je suis inquiète pour notre République quand un ministre de l'Intérieur, qui par ailleurs a affaire justement aux violences contre les policières et les policiers, qui par ailleurs a affaire aux féminicides qui ne cessent, qui par ailleurs a affaire aux questions dont vous parlez régulièrement, sur les trafics de drogue et leurs conséquences pour les habitants, par exemple, de Stalingrad, de la place de Stalingrad à Paris, eh bien, il a tous ces sujets sur la table, mais son obsession, c'est d'attaquer une opposante politique qui a eu l'audace de mettre en cause sa présence dans une manifestation contre la justice. Je trouve ça un peu inquiétant pour la démocratie. Alors, Gérald Darmanin, donc, depuis cette interview, est en train d'essayer de trouver une porte de sortie puisqu'il a annoncé qu'il souhaitait la rencontrer. Peut-être qu'on va demander à l'avocat, est-ce que c'était une plainte recevable c'est grotesque d'attaquer quelqu'un parce qu'elle a dit que c'était glaçant. C'est grotesque. Oui, c'est dangereux pour la liberté d'expression et pour la démocratie. C'est dangereux. Hein. Il est venu dire, je vois pas où est la diffamation. D'abord, je rappelle que les mensonges, parce qu'elle ment aussi, Madame Pulvar, ont été proférés il y a 1 an, quand elle a dit quand elle a évoqué, a été assassiné. Assassiné, ça veut dire meurtre avec préméditation. Les policiers ont été condamnés pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ensuite, elle a passé en revue Zineb Ebounab, Théo Assa et Traoré, etc. On a eu droit à toute la brochette. Ce sont des mensonges. Elle a proféré des mensonges. C'était il y a 1 an. C'est prescrit, si tant est que ça soit diffamatoire. C'est probablement pas le cas. Quand elle dit qu'elle est contre cette manifestation, c'est mon opinion aussi. Hein. Donc, j'aurais pas dit que c'était glaçant, mais je trouvais que le ministre allant manifester contre lui-même, c'était pas terrible. C'est le moins qu'on puisse dire. La plainte, c'est contre le glaçant, la plainte. C'est contre le glaçant, si j'ai bien compris. Moi, si j'ai Valérie, lu la presse. Elle ne tient pas debout, cette plainte, au plan technique, au plan juridique, elle ne tient pas debout. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qui lui a pris? Donc aujourd'hui, peut-être qu'il essaye de se raccrocher aux branches, parce que peut-être que ses services l'ont dit, mais on voit pas très bien sur quoi on peut la poursuivre. Hein. Les tribunaux se feront un grand plaisir de l'envoyer dans le mur si nécessaire. Mais vous me direz, ça continue. C'est-à-dire que l'avocat de la liste Pulvar, qui est également élu à Paris, et Madame Hidalgo a été à la manif, bravo, hein, vient dire aujourd'hui, nous allons déposer plainte pour dénonciation calomnieuse, ce qui ne veut rien dire, ce qui au plan juridique est également grotesque. On va saisir la Cour de justice. Il faudrait arrêter ça. C'est Darmanin qui a commencé, c'est parfaitement exact. Ces pantalonnades qui consistent en permanence à judiciariser tout ça, il faudrait que ça s'arrête, quoi. Ça aussi, ça abaisse les choses. On va en reparler dans un tout petit instant. On marque une petite pause. À tout de suite. Sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble. Oh là là, il continue à parler, Régis de Castelnau. On est ensemble donc jusqu'à midi. Le feuilleton Darmanin Pulvar. On en parle avec vous et avec vous, Anne-Laure Blin. Comment on comprend cette plainte qui, enfin, juridiquement, on l'a vu, ne tient pas. Il y a prescription sur la partie qui pouvait être peut-être la plus attaquable, on va dire. Et puis sur Audrey Pulvar, elle a le droit de dire qu'elle trouve la manif glaçante. Non, mais après, il y a deux choses. Alors bon, on va pas faire du droit maintenant. Voilà, chacun a le droit de déposer une plainte, qu'elle soit recevable ou pas. Après, non, mais c'est le ministre de l'Intérieur, c'est pas n'importe quoi ni n'importe qui. Effectivement, il y a deux choses. Il y a le ministre de l'Intérieur d'un côté et puis Audrey Pulvar d'un autre. Quand on parle de Gérald Darmanin, le fond de l'histoire, c'est pourquoi il cherche à, par tous les moyens, faire finalement mousser son action, parce qu'il s'érige aujourd'hui en grand chef des policiers, comme sa fonction devrait faire qu'il, lui, s'occupe de l'action au quotidien pour la protection des Français. Et donc, il essaie de se mettre en avant. Mais sauf que le vrai problème, et il s'est présenté, Pulvar, hein. Il était présent, attendez, on va parler d'Audrey Pulvar juste après, mais il était à la manifestation la semaine dernière. Et moi, je l'ai dit, mes concitoyens m'ont interpellé ce week-end lorsque je les ai rencontrés sur les marchés d'Anjou. Le ministre de l'Intérieur est allé à la manifestation,
mais il n'avait strictement rien à y faire. Ce n'est pas la place d'un ministre de l'Intérieur d'aller soutenir ces policiers. Si les policiers vont manifester, c'est parce qu'il y a un vrai problème au ministère de l'Intérieur. Donc, il y a un vrai souci de gestion et d'organisation du ministère de l'Intérieur. Sur les propos d'Audrey Pulvar, finalement, il n'y a absolument rien de surprenant. Elle incarne cette gauche qui veut absolument taper sur les forces de l'ordre, qui explique que le problème de l'autorité est du côté des forces de l'ordre et que donc on doit tout faire pour faire passer un rapport de force du côté des forces de l'ordre, du côté des délinquants, au détriment des forces de l'ordre. C'est purement inadmissible. Après, sur le terme employé, voilà, effectivement, il y a la liberté d'expression, mais simplement, on voit bien qu'elle incarne cette gauche qui refuse de toute manière l'autorité et notamment de nos policiers et de nos gendarmes. Alors, Gérald Darmanin, son tweet très exact il y a 1 heure. J'ai entendu ce matin les propos de Madame Pulvar sur LCI explicitant clairement que pour elle, la police n'était pas raciste. J'en prends acte. Je lui propose de la rencontrer dans les prochains jours. Voilà. Mais attaque sur autre chose. Là. Alors là, c'est assez étonnant. C'est Pécresse qui va être contente qu'on mette en avant sa concurrente. Oui, absolument. Bon. Jean-Luc Benalias. Et les franciliens. Que Pécresse soit à nouveau présidente de région. Jean-Luc. Tout ça est extravagant puisque le mot glaçant passant en justice, je vois très bien qui pourrait être condamné pour avoir employé le mot glaçant. C'est même totalement impossible. Quant au reste, alors, excusez-moi, mais il y a eu différents ministres de l'Intérieur de gauche. Je vais vous en citer 2. Monsieur Chevènement et Monsieur Cazeneuve, par exemple. Il ne m'a pas semblé que quand il était ministre de l'Intérieur, il ne s'occupait pas de la sécurité des Français, comme beaucoup d'autres ministres de l'Intérieur qui ont été dans les différentes mandatures. Donc à ce niveau-là, penser que forcément, parce qu'on est de gauche, on est contre la police. Tout cela me paraît totalement excessif. Elle a quand même dit, elle a quand même eu des propos qui n'étaient pas et elle est quand même de gauche. Police. Elle représente le Parti socialiste, sauf erreur. Et alors? Qu'elle représente quand même quelque chose au sein de son parti, qu'est le Parti socialiste. Quand on est tête de liste régionale dans la première région nationale, il y a quand même un vrai souci de positionnement. Dans ce cas, si c'est pas ce que défend le Parti socialiste. Le seul souci du sujet dont on parle, c'est qu'elle a employé le mot glaçant par rapport à certaines phrases. Elle adopte des positions qui sont celles d'une certaine gauche, qui en général pas au PS, il faut être honnête. C'est plutôt le virage pris il y a maintenant quelques années en tout cas après 2017 par Jean-Luc Mélenchon. Il y a une approche comme ça qui est effectivement extrêmement anti-policière. On le voit bien avec la revendication faire d'Adama Traoré un martyr. Mais ça lui est spécifique. C'est pas le PS, ça, c'est pas le PS ou la totalité du PS. Pareil, cataloguer un Jean-Luc Mélenchon, qui est un républicain, de mon point de vue, extrêmement conséquent, d'anti-police, me paraissait là aussi... Mais non, mais ce sont ses propos. Il est dans un plan politique. À ce moment-là, il disait pas ça du tout avec sa campagne 2017 où il est arrivé à 20%. Il a fait un virage de l'autre côté pour des raisons électoralistes. Mais enfin, c'est extraordinaire, ça. Ça s'appelle la démagogie électorale, ça. La démagogie électorale, globalement, on est en plein dedans pour tout le monde. Ça, c'est clair. Mais il y a absolument. Mais c'est que la gauche ne sait plus où elle habite, tout simplement. On mélange tout. La droite non plus, Anne-Laure. Si, nous on sait très bien, on peut en parler si vous voulez. C'est un peu compliqué. Vous savez peut-être où vous en êtes, mais la droite ne sait pas. Venez en PACA, venez faire un tour en PACA. Mais la gauche est divisée sur cette question. Pardon, Jean-Luc. En PACA, c'est particulier. La gauche était divisée sur cette question, mais toute la droite est aux côtés de la police. Je vous défie de trouver un responsable politique des Républicains qui n'était pas à la manifestation la semaine dernière. Je voudrais dire que là, on mélange tous les sujets. Il est vrai qu'Audrey Pulvar, il y a 1 an, a tenu des propos tout à fait critiquables. Aujourd'hui, on l'attaque sur un adjectif glacial, sur son jugement de cette manif, et ce qui est absolument ridicule de l'attaquer là-dessus. Ensuite, quant à la gauche, excusez-moi, il y avait Faure qui était à la manif, et j'ai l'impression qu'il y avait un maximum de députés de gauche qui étaient aussi à la manif avec les policiers. Donc, il ne faut pas tout mélanger, le racisme, la police, la politique. Pour l'instant, on est dans une campagne électorale, ce qui pousse malheureusement tous les politiques à dire tout et n'importe
quoi à attirer les lumières sur eux. Et c'est ça qui est dramatique. Et ils se discréditent complètement. Et quant à Audrey Pulvar, elle dit aussi clairement, je veux dire que le sujet il est très simple. Darmanin essaie de discréditer Pulvar. Bon, oui, voilà. mais enfin, elle est à 10% dans les sondages. Mais quoi. oui. Non, mais donc pourquoi il s'abaisse à ça? Pourquoi il s'abaisse à ça? Non, mais il montre par sa plainte que la gauche, encore une fois, ne sait pas quelle attitude avoir vis-à-vis de l'affirmation de l'autorité, de la sécurité et de sa position vis-à-vis des forces de l'ordre. Il casse une représentante de gauche. Il marque clairement le fait que la gauche ne sait pas où elle habite. Bon, enfin, vous avez envie de dire ça, mais franchement, c'est la réalité, vous voyez bien. Enfin, oui. on en a parlé. Audrey Pulvar est quand même tête de liste régionale du Parti socialiste. Donc ça montre bien qu'au niveau de la sécurité, ils ne savent pas quoi penser. De toute façon, la France est à la sauce en même temps. Il se moque d'Audrey Pulvar socialiste. Ce qui l'intéresse, c'est parler aux policiers. Oui. C'est surtout ça. La C'est surtout ça qui droite ne sait pas où elle habite, la gauche ne sait pas où elle habite, LRM ne sait pas où ils habitent. Mais évidemment. Et les écolos, moi-même, je ne me sens pas très bien. Voilà. Et les écolos non plus, visiblement. On danse, la valse se dit en même temps partout. Parlons de ce sondage, IFOP fiducial pour essayer le Figaro. Donc le premier tour, évidemment, ce sont encore une fois des photos à l'instant T. Marine Le Pen serait entre 27 et 30%, et Emmanuel Macron 25 à 28%. Donc au premier tour, elle serait devant Emmanuel Macron, et au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait face à Marine Le Pen. C'est toujours le même match qui est là. La gauche, elle est totalement inexistante, 24 à 27% des intentions de vote. La droite. Jamais dans l'histoire des campagnes présidentielles, la gauche ne s'est retrouvée dans une telle difficulté à un an du scrutin. C'est ce que dit Frédéric Dabi. À droite, on a plusieurs candidats. Il y a plusieurs. Il y a Xavier Bertrand qui fonctionne. C'est le seul qui fonctionne pour empêcher le. Ouais. Et la droite ne veut pas se ranger derrière Xavier Bertrand. Mais la droite, parce qu'elle n'a pas de candidat, qu'elle est incapable d'élire un candidat. Sophie, soit vous voulez faire de la politique, vous vous engagez en politique, mais arrêtez de fustiger la droite. La droite aujourd'hui travaille. Vous pouvez toujours. On peut en débattre effectivement, mais aujourd'hui, on fait des sondages qui aujourd'hui arrangent beaucoup. Parce qu'on fait croire, mais dans les médias, que la seule opposition crédible à Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. Sauf que dans les faits, et on en parlait tout à l'heure, dans les faits, ceux qui travaillent, ceux qui proposent, ceux qui consultent, ce sont notamment les députés Les Républicains dont je suis. Voilà. Et je peux vous le redire avec d'autant plus de force que dans la loi sur le séparatisme au mois de janvier, le Front National, Marine Le Pen, le Rassemblement National, ils ne sont jamais là. Ils ne proposent aucun amendement, aucune proposition. Ils ne votent même pas le texte. Ils sont tellement peu contre le texte. Et ils peuvent travailler quand même. On n'est pas forcément. C'est pas une raison de nombre, c'est une question de travail. Quand on veut trouver des solutions aux problèmes, on en trouve. Ou alors le Front National ne veut pas en trouver. Donc il flirte encore une fois sur les mécontentements. Nous, aux Républicains, on essaie de travailler. Effectivement, on n'a pas aujourd'hui notre candidat peut-être à la présidentielle, mais c'est même pas le sujet. Mais votre travail, le sujet, c'est de proposer. On ne le voit pas. Je vous invite au siège des Républicains. Vous verrez le nombre de conventions, encore la semaine dernière, sur les seniors, le nombre de conventions qui sont faites au siège des Républicains, et vous verrez. Et vous pouvez même aller sur le site internet, vous pourrez aller voir un certain nombre de propositions. Simplement, pour aller chercher les propositions des Républicains, il ne s'agit pas d'expliquer que Marine Le Pen est la seule présidente, la seule responsable de l'opposition. Il suffit aussi d'aller voir les autres responsables, comme on en parlait tout à l'heure, Sophie. Et donc peut-être à un moment donné, arrête de vouloir bipolariser le débat autour d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Il y a aussi des Français qui veulent voter, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est les Français C'est les Français. Mais est-ce que je dois vous rappeler 2002 l'opinion des Français? 2002, pas tous en même temps. Régis. Oui, le Front National ne propose rien, etc. Tout ça, c'est bien joli. Ces études, elles sont assez fines. Il y a les études de valeur qualitative du FEVIPOF. Là, il y a les photographies. Donc, il faut toujours être prudent. Les photographies concernant le résultat des élections, eh bien, je suis tout à fait désolé. Et on s'agite un peu comme les hannetons contre des vitres, en se disant mais c'est affreux, on va avoir Macron-Le Pen l'année prochaine. Oui, on va avoir Macron-Le Pen l'année prochaine. Mais non, vous ne pouvez pas le dire. C'est présomptueux que sauf si Macron est débranché. De dire ça. Non, oui, mais ça, c'est ok. Toutes ces incantations, je les connais, je les regarde avec un peu de Schadenfreude parce que je suis méchant, mais effectivement, alors ça sera ce sera Isnard, on va ressortir Édouard Philippe, etc. Pour l'instant, c'est une mécanique. Le vote Le Pen
est extrêmement solide. Tous les sondeurs vous le disent. Moi, j'adore discuter avec eux parce que ce sont souvent des scientifiques. Hein. Il est extrêmement solide. Mais non, le vote Le Pen n'est pas solide. Le vote Le Pen est solide quand on veut qu'il le soit, quand on propose des vraies réponses, il n'est pas. Alors là, il y avait combien d'électeurs, combien de gens ont voté Marine Le Pen? Oui, mais sauf que quand vous vous adressez aux Français qui en ont ras-le-bol, vous voyez rapidement que le Front National baisse. Il est très solide. Hein. Et qu'est-ce que je constate? C'est que la majorité des ouvriers et des employés d'exécution des services votent au premier tour très majoritairement. Le parti communiste auquel j'appartenais n'a jamais eu, même du temps de sa splendeur, ces scores-là. C'est du costaud, ça. Hein. C'est les et donc, extrêmes. moi, je veux bien, et ça me réjouit pas. Hein, de se retrouver l'année prochaine avec cette situation, mais il faut arrêter les incantations, il faut regarder les choses en face. Hein, et là, vous dites, ouais, mais j'ai vu, ils sont pas venus voter, ils étaient passifs, ils ont trop appelé un tondu à l'Assemblée nationale parce qu'il y a un système qui est injuste. Hein, on fait 11 millions de voix à l'élection présidentielle, on se retrouve avec 3 députés. C'est pas vrai ce que vous dites, c'est pas vrai. Vous participez à faire augmenter. Mais non, c'est absolument pas vrai. C'est vrai, il y a bien eu 11 millions d'électeurs. Il y a bien eu 11 millions d'électeurs. Si tous les députés du Front National voulaient venir dans l'hémicycle, il peut le faire. C'est tout, c'est une question de volonté et de travail, même s'ils sont peu nombreux. Alors, on va... un tout petit mot. C'est vrai qu'il y a un électorat solide. Cela dit, il y a un électorat désespéré, solide, qui va voter Le Pen parce qu'on a tout essayé sauf ça, mais qui pourrait changer. Mais bien sûr. Je veux dire, il pourrait changer si la droite était capable de faire des propositions, de faire entendre et d'avoir un leader. Or, voilà. Mais il y a effectivement, je pense que s'il y avait quelque chose de convaincant, il y a une partie de l'électorat Le Pen qui pourrait changer. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler du pass sanitaire. Cédrico, qui est le secrétaire d'État au numérique, qui a détaillé ce matin dans Le Parisien les prochaines évolutions de l'application Tous Anti-Covid. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On va parler du pass sanitaire. Donc, je vous le rappelais, le secrétaire d'État au numérique, Cédrico, a expliqué dans Le Parisien en quoi pourrait consister ce pass sanitaire. Ça permettra d'attester que vous êtes vacciné contre le Covid, que vous avez eu un test PCR ou antigénique datant de moins de 48 heures ou que vous êtes immunisé après avoir été testé positif il y a plus de 2 semaines et moins de 6 mois. Donc ça concerne alors le lieu de travail, ça ne concerne pas les lieux de travail, de culte, d'enseignement, les grands magasins et les services publics. Mais en revanche, ça permettra d'accéder à des établissements ou des rassemblements qui accueillent plus de 1000 personnes. Selon un sondage Odoxa, 60% des Français y sont favorables. Il y avait une manifestation samedi qui a rassemblé quelques dizaines de personnes, centaines, 200 personnes contre ce pass sanitaire. Vous y voyez quoi, vous, la liberté ou au contraire une privation des libertés? Une possibilité de bon sens. Une possibilité de bon sens. Et je suis atterrée en ce moment par ces informations qui viennent du gouvernement, de la ministère de la Santé, etc. Ces informations qui sont absolument contradictoires et qui sont surtout exactement le contraire de ce qui se passe dans la vraie vie. J'ai pris un avion hier, je suis rentrée par un aéroport, j'avais un test. Pour partir de France, aller en Italie, il me fallait un test antigénique. Pour revenir, il me fallait un test PCR. Le PCR, on ne pouvait pas le faire en Italie pendant le week-end parce qu'on n'avait pas résultat à temps. Je suis rentrée, alors j'ai dit, écoutez, je suis vaccinée. Voilà, je suis vaccinée, j'ai un QR code, est-ce que vous pouvez regarder? Ah ben non, mais nous, on ne sait pas lire ça, hein, puis nous, ça nous est complètement égal. Alors déjà, parler de passe, quand vous êtes vacciné, que dans un aéroport, on n'est pas capable de regarder, c'est quand même déjà quelque chose de stupide. Ensuite de ça, c'était la Croix-Rouge qui lisait le test, qui disait, mais je ne peux pas lire le test, je ne comprends pas l'italien. C'était quand même fabuleux. On était 5 avions serrés les uns contre les autres, sans aucune distance, et bloqués. Il y avait un avion qui venait d'Amsterdam qui a été bloqué pendant 1h30. On vit dans un monde de fous. Est-ce que déjà les aéroports, parce que le pass, pourquoi pas, mais est-ce que déjà les aéroports parisiens, ces frontières du virus, si je peux dire, pourraient être managés de façon cohérente? Donc c'est un drame. Donc le pass, par exemple, vous dites, attendez, je finis, que ce ne sera pas valable dans les entreprises. Dans les entreprises, c'est n'importe quoi. Le nouveau protocole sanitaire de ce matin, c'est aérer les pièces. Mais vous n'avez quand même pas le droit de rentrer dans l'entreprise aujourd'hui. Je veux dire que c'est inaudible. L'absurdité est inaudible. Non, mais juste une précision, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place, après on en pense qu'on veut, du pass sanitaire, quand même une usine à gaz. Quand je dis usine à gaz, c'est parce que
Quand vous vous faites vacciner dans un centre de vaccination, vous avez automatiquement votre attestation qui est envoyée dans tous anti-Covid. Si vous êtes vacciné par l'assistance publique, APHP, vous ne recevez pas ce QR code. Il faut passer par Amélie, il faut attendre 15 jours. Enfin, il y a des trucs qui fonctionnent pas du tout. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas et le gouvernement, mais encore une fois, pas préparé. Quand on a dû débattre, juste une petite anecdote quand même, on a débattu de cette question de passe sanitaire. Nous avons voté. Et à titre personnel, j'ai voté contre. La majorité a été mise en échec. Ils n'étaient pas suffisamment nombreux, nous étions trop nombreux de l'opposition, nous avons mis en échec le pass sanitaire. Finalement, le gouvernement, voulant absolument faire passer sa mesure, a redemandé une deuxième délibération et donc a réussi à le faire voter après avoir fait basculer quelques députés modem. Mais pourquoi ce qui prouve bien que... je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on n'a absolument aucune information, aucun élément, à titre personnel, en tant que parlementaire, mais je sais aussi que d'autres représentants de l'État, y compris dans les territoires, n'en ont pas plus que moi. On ne sait pas quelle va être véritablement l'application logistique matérielle de ce pass sanitaire. Aujourd'hui, on découvre cette fameuse interview de Cédric O dans la presse. Excusez-moi, mais c'est un peu désagréable en tant que parlementaire de le voir et lire les mécanismes du pass sanitaire. Et je vais juste vous poser une question. Si vous aviez eu les sur infos, le pass sanitaire, soyez pas politique jusqu'au bout. Je suis pas politique jusqu'au bout, je suis concrète. Et vous savez, dans mon territoire, on organise des grosses manifestations. Et aujourd'hui, vous avez c'est concret. Bah oui, je vais vous dire, j'ai une fête de la chasse aujourd'hui qui se prépare dans mon territoire, une énorme fête de la chasse qui ne peut pas s'organiser parce qu'on ne sait pas quelles vont être les modalités pratiques, notamment de ce pass sanitaire. Donc je peux vous dire que je suis vraiment ancrée dans la réalité du terrain. Si vous aviez sur le eu pass sanitaire, je vais vous expliquer. Sur le pass sanitaire, il y a a priori un QR code qui serait sur son téléphone, qui doit donc correspondre vraisemblablement à une identité. Comment vous faites sur le terrain pour contrôler la véracité de l'identité et du pass sanitaire ? Aujourd'hui, il n'y a que les détenteurs de la force publique, nos policiers, nos gendarmes, qui peuvent contrôler l'autorité. Et je peux vous le dire avec d'autant plus de force que... Et qu'est-ce qui me prouve que c'est bien votre passe sanitaire ? Montrez-moi votre pièce d'identité, sauf que je ne peux pas vous demander votre pièce d'identité, je ne suis pas détenteur de l'autorité publique. Même si j'étais maire, je ne pourrais pas vérifier. Non, c'est pas tiré par le cheveu, parce que quand vous voyez le nombre de faux tests PCR qu'il y a eu notamment dans les aéroports, je peux vous dire que les faux passes sanitaires pourront exister très largement. Apparemment non, et donc, Cédrico dit que non. Oui, mais comment on fait pour contrôler cette identité ? Parce que vous avez un lecteur de QR code qui va montrer que c'est bien vous qui êtes en relation donc avec une photo, avec un nom, avec une pièce. Oui, mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quel Français peut contrôler l'identité d'un Français complètement en contradiction avec l'ensemble de nos textes. Et je peux vous le dire d'autant plus que dans la loi séparatisme, nous avons demandé que les policiers municipaux détectent et puissent faire ce contrôle d'identité. Ça a été refusé par le gouvernement. Donc c'est complètement illogique. Il y a un vrai problème de contrôle et de la mise en place de ce pass sanitaire. Alors, Jean-Luc, attendez, c'est pas un duel, c'est un débat. C'est un débat. Il y a des gens qui veulent s'exprimer aussi. Jean-Luc Benamias, vous en pensez quoi, vous, sur le principe ? Je suis comme beaucoup de gens. J'ai été vacciné, je l'ai déjà dit sur Sud Radio. Moi, j'ai pas d'application, j'ai rien reçu du tout par rapport à cela. Je pense que si 80% des populations européennes étaient vaccinées, on ne parlerait plus d'un pass sanitaire. Le pass sanitaire existe déjà quand on veut aller en Inde, quand on veut aller en Afrique, il existe. Ah, on vous a perdu. Je ne vois absolument pas pourquoi on continue à parler de ce pass sanitaire. Le fait de vacciner 80% de la population, il semblerait que les populations sont maintenant relativement d'accord à peu près à 70-80%, ou alors le vaccin ne sert à rien. Je suis d'accord. C'est une question. Mais s'il sert à quelque chose, et moi je pense qu'il sert à quelque chose, en tout cas j'essaie d'y penser comme ça, je pense qu'on n'a pas besoin de tout ça. Et que ce système sera un système ingérable, on vient de le voir, quelles que soient les personnes qui contrôleraient le système. Donc il faut quand même prouver qu'on est vacciné. Oui, mais très bien. Mais dans ces cas-là, ou vacciné, ou avec un PCR, ou avec ou le fait que vous ayez eu le Covid. J'ai loué pour aller en Catalogne, enfin en Espagne, cet été. Je continue à ne pas... On me demande quoi ? Être vacciné, je le suis. Alors, on va me demander un test PCR, mais ça dépend. Sophie l'a dit tout à l'heure, parfois c'est PCR, parfois c'est d'autres systèmes. Voilà. C'est tout ça est d'une complexité absolue que personne ne peut arriver à contrôler de A à Z. Et ça donne les opérations toujours très, très délicates dans nos aérodromes et nos aéroports. J'ai une question sur les critères. Donc, c'est cumulatif ?
Parce que moi, je suis vacciné aussi. Oui, c'est cumulatif. Alors, j'ai mon vaccin, mais il faut... Non, non, c'est ou vaccin ou test PCR. Non, c'est les deux. Non, il semble-t-il que vaccin, mais les deux injections. Semble que c'est vaccin, deux injections. J'ai tout, moi. Ou test PCR si vous ne voulez pas être vacciné. C'est pas le cas aujourd'hui, puisque j'ai mon vaccin. Non, mais on ne vous parle pas d'aujourd'hui, on vous parle de demain. Et à partir du mois de juin, par exemple, en Espagne, vous n'aurez plus besoin de test PCR si vous êtes vacciné. Cette histoire c'est pas ce que j'ai lu, Valérie. Je suis allé hier soir sur le site du ministère espagnol qui s'occupe de cela. Si, il faut avoir à la fois être vacciné et avoir un test PCR. Ça me paraît relativement logique dans la mesure où quand on est vacciné, on est toujours contagieux puisque en fait alors c'est pas vrai, il paraît. Les formes graves. Bon, mais vous voyez à quel point c'est pas du tout. C'est très difficile. Vous voyez on bien. est confronté à un défi extraordinaire. C'est extrêmement difficile. Je vais parler de ce week-end pour montrer bien qu'il faut qu'on sorte de tout ça. Et j'ai pas de solution. J'étais devant ma télévision, j'ai regardé le foot en Angleterre. Il y avait des spectateurs. Tout d'un coup, j'adore ça. Tout d'un coup, c'était magnifique. J'ai regardé en France, les stades étaient vides, c'était horrible. Et j'ai regardé tard le soir, j'ai regardé le dernier tour d'un majeur de golf aux États-Unis où là, c'était plein. Et il faisait beau, etc. Et tout d'un coup, je me suis dit, ça y est, on va peut-être voir le bout du tunnel. Alors bon, passe sanitaire, pas passe sanitaire et tout. Je sais pas, moi, ce que je voudrais, franchement, c'est qu'on en sorte, quoi. Qu'on arrête cette espèce de... Ah oui, mais si vous voulez, au bout d'un moment... Qui peut être contre. Mais oui, certes, mais en Angleterre, il y avait, avec une jauge, 20 000 personnes dans un stade qui en contient 80 000. Et aux États-Unis, tout le monde était là. Enfin, il y avait des dizaines de milliers de personnes. Donc, ça doit être possible, je ne sais pas. T'es sûr que tu as regardé du foot samedi? C'était pas du rugby plutôt? C'était du rugby. Mais la dernière journée du championnat de la première ligue anglaise aussi, bien sûr, j'ai tout regardé. Je regarde tout. Jean-Luc vérifiez parce que Pedro Sanchez a annoncé que le certificat numérique Covid digital serait suffisant pour entrer en Espagne. Parce que je ne vois pas ce que ça changerait par rapport à aujourd'hui où vous rentrez avec un test PCR. Donc quel est l'intérêt de demander le vaccin? Je suis d'accord, mais j'ai lu ça. Relisez. L'Espagne laissera entrer sur son territoire à partir du 7 juin toutes les personnes vaccinées. Donc, bon, à vérifier. Mais en tout cas, vous l'avez dit, Anne-Laure Blin, c'est vrai que tout cela n'est pas très clair et manque de précision. Merci à tous les quatre.